Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va parler des 8 critères de sélection et d'analyse d'entreprise. Donc ces 8 critères qui permettent de sélectionner des entreprises, enfin des actions selon la chaîne Everything Money. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne. Ils ont un process de sélection d'entreprise qui est assez intéressant et je voulais vous présenter ça. On a tout d'abord la croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans. Donc ce critère doit être positif sur les 5 ans. En gros, ils prennent le chiffre d'affaires d'une entreprise il y a 5 ans, ils regardent l'actuel chiffre d'affaires, enfin celui de l'année en cours, et si ce chiffre est en positif, eh bien, ils valident ce critère. Le chiffre d'affaires, c'est tout simplement les rentrées d'argent avant toutes les autres dépenses, taxes comprises. Donc pour avoir ce montant, il suffit de consulter le premier document comptable de l'entreprise, qui est le compte de résultat, ce qu'on appelle l'income statement en anglais. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour que vous puissiez comprendre comment lire ce document, je vous la mets ici. Donc pour la chaîne Everything Money, le chiffre d'affaires doit être en croissance, comme je l'ai dit. 5 ans, c'est une bonne moyenne, je pense, je suis assez d'accord avec eux, c'est une durée assez sécure. Si on prend un an, c'est un peu court. Si on prend 10 ans, c'est un peu long, donc 5 ans, c'est une bonne moyenne. Si on prend un exemple typique, moi j'ai un business de commerce en ligne et le chiffre d'affaires, c'est tout simplement les ventes que je fais. Les ventes que je génère sans compter le coût de mes produits, sans compter le coût du marketing, donc c'est-à-dire les pubs que je fais pour me faire connaître, ni les taxes, les cotisations URSSAF, etc. Deuxième critère, c'est dans la continuité du premier, c'est la croissance du bénéfice net sur 5 ans. Là, c'est tout simplement le chiffre d'affaires duquel on enlève tous les coûts, justement, les coûts des produits et également les taxes. Le chiffre d'affaires, c'est un premier filtre, mais on peut très bien avoir un gros chiffre d'affaires et un petit bénéfice. Je vous donne un exemple. Au début de mon business, moi, je faisais rentrer de l'argent en chiffre d'affaires, mais je n'étais pas vraiment rentable parce que j'avais beaucoup de coûts produits et beaucoup de coûts en marketing, en pub. Du coup, le chiffre d'affaires, voilà, je pouvais faire un bon chiffre d'affaires, mais le bénéfice net, lui, n'était pas forcément toujours au rendez-vous. Donc là, on parle de rentabilité. Un type d'entreprise bien connu pour avoir un petit bénéfice comparé à un gros chiffre d'affaires, c'est les boîtes de la grande distribution, notamment Walmart aux États-Unis. Ça s'explique par des coûts d'exploitation assez élevés, une forte concurrence dans le secteur de la grande distribution. Du coup, voilà, il y a un gros gap entre le chiffre d'affaires et le bénéfice net. C'est pour ça que c'est bien de valider dans un premier temps, en premier filtre, la croissance du chiffre d'affaires et ensuite on regarde la croissance du bénéfice net. Troisième critère, c'est l'un des plus importants à mon sens, c'est le free cash flow sur 5 ans. Le free cash flow, c'est ce qui reste dans les caisses de l'entreprise une fois qu'on a enlevé le CAPEX du bénéfice net. Le CAPEX, c'est l'acronyme pour Capital Expenditure, ça veut dire les investissements en anglais. Donc le free cash flow, c'est super important, c'est ce que dispose comme cash l'entreprise pour pouvoir se développer, pour pouvoir rembourser ses dettes ou encore pour pouvoir verser un dividende à ses actionnaires si l'entreprise l'a choisi. Plus l'entreprise a un free cash flow élevé et plus elle a de la marge de manœuvre pour investir et grandir. Et c'est un très bon indicateur pour savoir si l'entreprise a une bonne santé financière et si elle a de l'avenir devant elle. Pour valider le critère selon Everything Money, la croissance du free cash flow doit être positive entre l'année N-5 et l'année en cours. Quatrième critère, le fameux PE ratio, donc à savoir le rapport entre le cours de l'action, donc ça c'est le P pour price, et le bénéfice de l'entreprise, E pour earnings. Donc pour rappel, la formule mathématique, c'est le cours de l'action divisé par les bénéfices et cela détermine la valorisation au moment T de la boîte. Plus le PE ratio est élevé et plus on attend une forte croissance des bénéfices dans le futur et un PE ratio bas peut indiquer que l'action est sous-évaluée ou que les investisseurs ont peu confiance dans les perspectives à venir. Everything Money analyse ce PE ratio sur une durée de 5 ans et il considère qu'un PE ratio moyen est de 22,5. Bon voilà, on peut ne pas être forcément d'accord avec ce chiffre car c'est un peu trop générique et trop généraliste. Tous les PE ratios ne se valent pas, ça dépend des secteurs, l'énergie, la tech ont des PE ratios différents ou les super secteurs en fonction de est-ce que l'entreprise est dans un super secteur cyclique, défensif ou sensible. Par exemple, les PE ratios du secteur de la tech sont souvent plus élevés en raison des fortes perspectives de croissance depuis plusieurs années. Et dans le secteur financier, les PE ratios sont généralement plus bas, souvent inférieurs à 15 en raison des réglementations et des risques spécifiques à ce secteur. Des entreprises de qualité comme Microsoft, Apple, Mastercard se payent assez souvent cher car ce sont justement des entreprises de qualité. Du coup, leur PE ratio peut être assez élevé.
Donc je pense que ce chiffre de 22,5, il est à prendre avec des pincettes, hein, car ça dépend des secteurs et des entreprises, comme on vient de le voir. Le mieux est de comparer le PE ratio d'une entreprise avec le PE ratio moyen du secteur dans lequel elle évolue, mais également de prendre en compte les perspectives de croissance de l'entreprise et est-ce qu'elle est de qualité ou non. Donc si c'est oui, si elle est de qualité, son PE ratio sera assez élevé sur le long terme. Donc dans ce cas-là, il faudra accepter potentiellement de payer cher l'action. Cinquième critère, le ROIC, hein, qui est l'acronyme de Return on Invested Capital. C'est donc le ratio de profitabilité qui mesure le pourcentage de gain qu'une entreprise fait sur l'argent qu'elle investit, hein. Autrement dit, combien rapporte l'argent investi des détenteurs de capitaux propres, mais aussi de capitaux empruntés donnés à l'entreprise, hein. Tout ça, ça permet d'évaluer les compétences, notamment de la direction en matière d'allocation de capital. La formule, elle est assez simple aussi, c'est le bénéfice divisé par l'argent investi. Cet argent comprend l'argent de départ mis dans l'entreprise et l'argent emprunté à des créanciers, donc que ce soit des banques ou des investisseurs. Si par exemple vous créez une boîte et que vous mettez 80 000 euros de votre poche et qu'en plus vous empruntez 20 000 euros à une banque ou voilà, n'importe quel investisseur, donc vous avez au départ 100 000 euros et vous investissez ces 100 000 euros au mieux que vous pouvez, et l'année d'après, vous faites 20 000 euros de bénéfices, et bien votre ROIC sera de 20 000 divisé par 100 000 de 20%. Everything Money table sur un ROIC d'au moins 9% pour valider ce critère, hein. Si on regarde ce seuil sur d'autres plateformes comme SimpliSafe Dividend, on peut voir qu'il est de 8%, donc voilà, ça correspond à peu près au même qu'Everything Money. Si on regarde les gros ROIC sur 5 ans des entreprises, des plus grosses entreprises, on voit qu'Apple a un ROIC de 56%, Mastercard de 54% et Nvidia de 40%. Et si on regarde sur juste une année, eh bien, le ROIC de Nvidia est de 78%. Le ROIC est énorme. Voilà, c'est en fonction des derniers résultats de Nvidia, hein, depuis 2 ans, ils ont un peu explosé les compteurs. Du coup, on ne s'étonne pas d'avoir un retour sur investissement aussi élevé. Rappelez que la donnée importante sur ce ratio prend en compte l'argent des détenteurs de capitaux propres. Donc, c'est les gens qui ramènent de l'argent dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'equity en anglais, et aussi celui des créanciers. Donc c'est là, ici, on parle de dette, et ce ROIC prend en compte bien ces deux modes de financement. Sixième critère, le nombre d'actions en circulation. Donc comme son nom l'indique, c'est le nombre d'actions injectées sur le marché par l'entreprise, hein. Plus une entreprise dilue ses actions et plus votre part de propriété de cette entreprise diminue. Donc c'est assez logique, hein. Si vous possédez une part de 10 euros d'un gâteau ayant 10 parts et que ce gâteau est tout à coup divisé en 100 parts, eh bien votre part de départ ne vaudra plus que 1 euro, hein. C'est pourquoi il est important qu'une entreprise rachète ses actions régulièrement pour que la valeur de chaque part augmente. Le rachat d'actions est une des meilleures manières pour une entreprise de bien allouer son capital, hein, au même titre que de verser un dividende ou d'investir dans de la recherche et développement. Le rachat d'actions est souvent ce qui est privilégié quand le cours de l'action est sous-évalué, hein. C'est assez logique, quand l'action n'est pas trop chère, c'est tout bénéf pour l'entreprise de racheter des parts. Une entreprise qui a fait de gros rachats d'actions ces derniers temps est Booking Holdings, hein, vous pouvez le voir sur ce graphique. Booking a racheté le tiers de ses actions en 10 ans, ce qui est énorme. Critère numéro 7, ce qu'ils appellent le LTL pour Long Term Liabilities, divisé par le Free Cash Flow sur 5 ans. Hein. Donc le Long Term Liability, c'est tout simplement la dette à long terme, hein. Le calcul doit être inférieur à 5 selon eux. Cela veut dire qu'une entreprise pourrait théoriquement rembourser l'intégralité de sa dette à long terme en moins de 5 ans en utilisant uniquement son Free Cash Flow. On a vu auparavant ce qu'était le Free Cash Flow, hein. Donc la métrique est assez importante et elle détermine si les finances de l'entreprise sont saines ou pas. Parmi les entreprises avec pas mal de dettes, on peut noter les opérateurs historiques de télécom aux USA, hein, comme AT&T ou Verizon, la première boîte en raison d'acquisitions majeures comme celle de Time Warner et la seconde pour avoir financé pas mal d'investissements sur les infrastructures, ou encore des entreprises comme Boeing après la crise du Covid qui a hérité d'énormément de dettes. Donc du coup, voilà, c'est un critère qui est assez important selon moi, c'est est-ce que l'entreprise est endettée ou non. Et enfin, huitième et dernier critère d'analyse d'une entreprise, le price to free cash flow sur 5 ans. Comme son nom l'indique, c'est le ratio divisant le cours de l'action par le free cash flow par action sur 5 ans, hein. C'est un ratio qui est un peu plus précis que le PE ratio pour établir la valorisation de l'entreprise, hein, car on peut moins le
manipuler. Il suffit de gonfler le chiffre d'affaires ou le bénéfice net et du coup le PER devient complètement obsolète, hein, alors que le price to free cash flow se base sur le flux de trésorerie, ce free cash flow hein, qui est lui indiqué sur le tableau de flux de trésorerie. Ça c'est vraiment ce qu'il y a sur les comptes en banque de la boîte, donc c'est beaucoup plus dur de le manipuler. Plus le chiffre est grand et plus l'entreprise est potentiellement surévaluée, et plus le chiffre est petit, plus l'entreprise a des chances d'être sous-évaluée. Donc on peut dans un premier temps regarder le PE ratio pour évaluer la valorisation, puis de creuser en regardant un peu plus en détail le price to free cash flow dans un second temps. Voilà pour ces 8 critères. Hein. Tous les critères ne se valent pas. Les PE ratio et le price to free cash flow, lui, parlent de valorisation. Donc si tous les critères sont validés sauf ces deux-là, on peut se dire que l'entreprise est de qualité, mais qu'elle est un peu chère au moment T. Donc ça peut valoir le coup voilà, d'attendre que le cours de l'action baisse un peu pour investir dedans. Tous ces chiffres parlent évidemment d'analyse quantitative, de chiffres, et il ne faut pas oublier l'analyse fondamentale qui parle, elle, de qualité. Donc là, il faut un peu plus rentrer dans le détail de l'entreprise, hein, analyser un peu plus le management, etc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces 8 critères et dites-moi aussi quels sont vos critères à vous de sélection d'une entreprise. Voilà, pour rappel, si vous voulez commencer à investir sans commission et sans frais, je vous ai mis un lien de parrainage pour ouvrir un compte chez mon courtier, le courtier que j'utilise chez Trade Republic. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.